Imaginez un peu devoir construire une forteresse pour échapper à une armée de guerriers impitoyables. Sauf qu'au lieu d'ériger, je sais pas, des murs de pierre de 10 mètres de haut ou de creuser des douves immenses, vous utilisez un élément complètement intangible. La religion de l'ennemi, en l'occurrence. Exactement. Vous transformez ce tabou religieux en un bouclier impénétrable en bâtissant votre ville entière, non pas sur une colline, mais carrément sur l'eau. C'est vraiment le genre de stratégie qui redéfinit complètement notre compréhension de l'adaptation humaine, en fait. Parce que la sédentarité, elle s'est presque toujours définie par la conquête de la terre ferme. On s'y enracine, on la laboure, on construit dessus. Voilà, c'est ça. Mais parfois, la terre ferme, c'est le pire endroit où se trouver. Et c'est exactement ce qui nous réunit pour cette nouvelle plongée immersive. Récemment, j'ai épluché une vidéo absolument captivante de la chaîne YouTube Technologies Extrêmes. Elle documente 13 lieux à travers le monde, 13 endroits où l'idée même de fondation solide devient complètement liquide. Et c'est un sujet tellement vaste. Ah, mais carrément. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre l'ingénierie, la survie et même la psychologie de ces sociétés qui ont bâti leur existence entière sur l'eau. D'ailleurs, je vois que le décor virtuel derrière vous a déjà changé pour l'occasion. Ah oui, je me suis dit que ces vieilles cartes marines et ces croquis d'ingénierie nautique, ça plantait bien le décor. Je prenais justement quelques notes sur des schémas de flottaison avant qu'on commence. C'est parfait. Et c'est pas non plus des camps de réfugiés temporaires, hein. Non, on parle de sociétés vraiment établies, Des sociétés millénaires, ouais. avec des systèmes économiques et sociaux hyper complexes. Elles ont produit une ingénierie qu'aucun environnement terrestre n'aurait pu engendrer, en fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment de dépasser la simple image de carte postale, quoi. C'est ça. On va analyser les rouages mécaniques et biologiques de cette survie. Bon, décortiquons tout ça. Pour notre cerveau humain, disons que l'eau, ça représente une frontière. On arrive à l'océan et hop, on s'arrête. Mais pour le peuple Tofinou, au sud du Bénin, l'eau, ça a été le point de départ. Une vraie zone de salut. Totalement. Nous sommes au XVIIIe siècle, sur le lac Nokoué. Ils fuyaient les redoutables guerriers du royaume du Dahomey. Et c'est là qu'intervient l'anecdote de la forteresse que je mentionnais au tout début. Ce qui est fascinant ici, c'est l'exploitation d'une faille culturelle. La religion des guerriers du Dahomey leur interdisait formellement de traverser l'eau ou même d'y combattre. Un tabou total, quoi. Un tabou absolu. Les Tofini ont très vite compris que le lac Nokoué, c'était pas un obstacle, mais un rempart spirituel et militaire. Ils ont donc fondé la ville de Ganvier. Mais comment on passe d'un petit groupe de fugitifs sur des barques à une ville de plus de 20 000 habitants aujourd'hui? Je veux dire, on ne pose pas juste des briques sur l'eau et on espère que ça tienne. Non, bien sûr que non. Ils utilisent des pieux de bois très cibles, des troncs qui sont profondément enfoncés dans la vase du lac. Et l'ingénierie sociale est tout aussi importante que l'ingénierie physique ici. C'est-à-dire? Ganvier, c'est un système urbain autosuffisant. Les maisons sur pilotis sont complétées par des enclos de pêche artificiels. En fait, c'est fait de branches plantées directement dans le fond du lac et ça agit comme des pièges à poissons géants. Ah, intelligent. Et toute la logistique quotidienne, elle repose sur des marchés flottants. Les commerçantes, qu'on appelle les mama-bens du lac, elles naviguent d'une maison à l'autre dans des pirogues lourdement chargées de marchandises. Donc on a vraiment une logistique urbaine super complète, et ça sans un seul mètre carré d'asphalte. C'est quand même autre chose que la comparaison habituelle de la Venise de l'Afrique qu'on entend souvent. Oui, c'est toujours un peu réducteur de comparer un système de survie vieux de 4 siècles à une attraction touristique européenne. C'est clair. Mais justement, en parlant de survie extrême face à un oppresseur, il y a un truc où je bloque complètement dans nos sources, c'est l'histoire des îles Uros, au Pérou. Ah, le lac Titicaca. Ouais, on est à plus de 3800 mètres d'altitude, face aux menaces précolombiennes, et là, ils ont construit des îles artificielles, mais attends, avec des roseaux. La totora, c'est ça? C'est bien ça, la totora. Mais on sait tous qu'une plante aquatique coupée, elle finit par pourrir et se désintégrer dans l'eau. Comment le sol ne se dissout-il pas sous leurs pieds pendant qu'ils dorment? C'est une excellente question. Et c'est là que réside vraiment la brutalité de leur mode de vie. L'île flottante, c'est pas un objet statique. En fait, c'est un organisme qui exige des soins constants. Un organisme vivant, presque. Exactement. La base du Niluro, c'est constitué de gros blocs de racines de totora, qu'ils appellent les kilis. Ça flotte naturellement et c'est lié ensemble par des cordes. Et ensuite, on empile des couches croisées de roseaux coupés par-dessus. Sur quelle épaisseur? Oh, sur plusieurs mètres d'épaisseur. Mais l'eau finit forcément par s'infiltrer par le bas, non? Absolument, ouais. La partie inférieure, elle pourrit en permanence. Le sol s'enfonce très lentement.
C'est pour ça que les habitants doivent ajouter des nouvelles couches de roseaux frais sur le dessus. Tous les combien de temps? Presque tous les 15 jours. S'ils arrêtent de travailler, l'île disparaît tout simplement. C'est un contrat perpétuel avec la nature. Mais c'est épuisant, hein. Je veux dire, c'est une condamnation aux travaux forcés juste pour avoir le droit d'exister. Vu sous cet angle, oui. Mais si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est le prix de leur souveraineté. Mais attention, l'oppression, elle a aussi engendré une maîtrise biologique totale d'une seule et même ressource. C'est-à-dire que le roseau sert à autre chose. La totora, c'est pas juste le sol. C'est le matériau des huttes, c'est tressé pour faire des bateaux, qui sont d'ailleurs très aérodynamiques, c'est utilisé comme combustible pour le feu, Ah ouais, et même la partie blanche de la base du roseau, elle est mangée ou utilisée comme médicament. C'est vraiment l'économie circulaire poussée à son paroxysme. d'accord, je comprends beaucoup mieux la mécanique là. L'eau et le roseau deviennent une échappatoire contre des ennemis humains. Mais alors, comment on fait quand c'est la géographie elle-même qui n'offre aucune autre option? C'est là qu'on passe à un autre niveau. Carrément, ça nous amène à des niveaux d'adaptation vraiment radicaux. J'ai cette image en tête pour Koh Phangan, en Thaïlande. C'est comme, tu sais, jouer à un jeu vidéo de construction, arriver à la limite de la carte où il n'y a plus de terrain constructible et décider de bâtir la suite de la ville directement dans le vide pour défier les lois du jeu. C'est une super analogie. Ça illustre super bien l'impasse physique à laquelle ils ont fait face. À Koh Phangan, dans la baie de Phangan, des pêcheurs javanais sont arrivés il y a environ 200 ans. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé une baie extrêmement riche en poissons, mais complètement protégée par d'immenses formations karstiques. Tu sais, ces falaises calcaires verticales qui plongent à pic dans la mer. Donc zéro terre ferme. La terre ferme était totalement inhabitable, ouais. Leur solution, ça n'a pas été de flotter comme au Pérou, mais de s'accrocher au fond marin peu profond. Et le défi technique est colossal pour le coup, hein. Comment on fait pour enfoncer des pilotis dans un environnement marin qui est salin et en plus soumis aux marées? Ils ont dû sélectionner des essences de bois tropicales extrêmement denses, du bois résistant à la salinité, mais surtout résistant aux tarettes. Les tarettes, c'est quoi ça? Ce sont des petits mollusques qui dévorent le bois immergé, des vrais parasites. Donc ils ont créé un maillage de fondations interconnectées pour répartir tout le poids des habitations et absorber l'énergie des courants et des tempêtes. Et ce réseau, il a permis de soutenir une mosquée, une école, plus de 600 habitants, et la chose la plus improbable de toutes, un terrain de football suspendu au-dessus de l'eau. Ah oui, le fameux terrain Accra. Et l'ingénierie de ce terrain est fascinante. À l'origine, les enfants du village l'ont assemblé eux-mêmes avec des vieux morceaux de bois attachés à des tonneaux flottants et des radeaux de pêche recyclés. Avec tous les risques que ça comporte. Exactement, ils devaient éviter les clous rouillés, l'eau qui s'infiltrait. C'est fou d'apprendre que cette équipe de jeunes a fini par dominer les tournois régionaux en Thaïlande, d'ailleurs. Je me dis, quand tu apprends à contrôler un ballon sur une surface instable, super glissante et sans bord, jouer sur de l'herbe ferme, ça doit te sembler incroyablement facile. C'est vraiment le triomphe de la contrainte qui se transforme en avantage, quoi. Et on retrouve un peu cette philosophie d'encastrement dans un climat radicalement différent. Très loin de la Thaïlande, à Svolvær, en Norvège. Oula, ouais, le choc thermique. On est dans les îles Lofoten, bien au-delà du cercle polaire arctique. La mer rencontre des montagnes de granit noir, la glace est omniprésente. Avec les fameuses cabanes de pêcheurs, là, les rampes burées, peintes en rouge sang ou en ocre jaune, on les voit toujours en équilibre sur la roche dans les reportages. Et plantées directement dans l'eau glaciale du fjord. Et ça permettait aux pêcheurs vikings à l'époque et à leurs descendants de hisser leur prise de morue depuis le bateau jusqu'à l'intérieur de la maison, sans faire de détour. Pratique, vu le froid. Mais cela soulève quand même une question super importante sur la viabilité à long terme de ces structures traditionnelles face au monde moderne. Les sources abordent le cas de la baie de Halong au Vietnam. Oui, avec les villages de Cua Van et Vung Vieng, des communautés entières de radeaux attachés entre les falaises de calcaire, où les enfants apprennent à manier les rames avant même de savoir marcher de manière stable. En effet, et on touche ici à une véritable friction sociétale. En 2014, le gouvernement vietnamien a pris la décision de relocaliser la majorité de ses familles sur la terre ferme. C'était quoi l'argumentaire? L'objectif officiel était triple en fait. Garantir la sécurité face aux typhons qui deviennent de plus en plus violents, assurer un accès à l'éducation standardisée pour les enfants et réduire la pollution directe dans une baie qui, je le rappelle, est classée au patrimoine mondial.
Ouais, et on ne peut pas ignorer que vivre dans une maison flottante pendant un typhon tropical, ça doit être un cauchemar logistique absolu. Même chose pour l'accès à un hôpital terrestre, ça devient vite un enjeu de vie ou de mort. C'est le paradoxe de notre époque, tu vois. La modernisation, elle offre la sécurité de la terre ferme, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, elle ampute une culture millénaire. Les gestes quotidiens, le rapport intime à l'eau, l'architecture vernaculaire, tout ça s'efface. Ça disparaît, ouais. Certains habitants ont d'ailleurs fermement résisté à cette relocalisation pour tenter de maintenir cet équilibre fragile. Cela soulève une question importante. Comment on fait pour sécuriser une culture sans la déraciner de l'élément même qui l'a forgée? Oh, attends, je vois que le décor vient encore de changer derrière toi. On est passé des schémas de pilotis à des cartes de crues fluviales massives en Asie. Oui, parce qu'on franchit une toute nouvelle étape dans notre exploration. On passe des structures statiques, celles qui luttent ou qui s'accrochent, à une ingénierie qui est totalement organique. Organique. Oui, des communautés qui respirent vraiment au rythme des cycles hydrologiques. Ah, le terme respirer, c'est parfait pour illustrer le lac Tonle Sap au Cambodge. C'est l'un des phénomènes naturels les plus hallucinants que j'ai vus dans tous nos documents. Le lac agit littéralement comme un poumon géant pour le fleuve Mékong. C'est un phénomène hydrologique unique au monde, ouais. Pendant la mousson, le Mékong est tellement gorgé d'eau que son courant, il s'inverse complètement et se déverse dans le lac. La superficie du Tonle Sap passe de 2500 km² à plus de 16 000 km. Mécaniquement, c'est une expansion de plus de 600% de la surface habitable. C'est colossal. Et la réponse humaine face à ça est une fluidité remarquable. Les villages comme Chiang Nies ou Kampong Phluc, ils ne subissent pas du tout la crue. En fait, ils la surfent. Tous se déplacent. Les maisons, le poste de police, l'école et même les fermes de crocodiles. Et l'agriculture s'adapte aussi. On voit des poules dans des petites volières suspendues au-dessus de l'eau, des petits potagers qui flottent sur des radeaux de bambou. Tout est mobile, oui. J'essaye d'imaginer la flexibilité psychologique que ça demande. Nous, les terriens, on est tellement obsédés par le code postal, la parcelle cadastrale bien fixe, entourée d'une petite clôture. Là-bas, ton adresse, elle dépend littéralement de la pluviométrie. C'est fascinant. Et si on y réfléchit bien, l'agriculture terrestre moderne, c'est souvent une forme de brutalité géométrique. On arrache tout, on laboure en profondeur, on impose nos lignes droites à la nature. Au contraire, si on observe l'ingénierie du peuple Hanta sur le lac Inle, au Myanmar, c'est l'antithèse absolue de cette brutalité. Ah oui, les fameux jardins flottants. Ça, c'est de l'ingénierie biologique de très haut vol. Mais comment ils font concrètement pour faire pousser des tomates sur un lac? J'ai du mal à visualiser. Alors, ils créent des bandes de terre flottantes qu'ils appellent les Kyun Mao. Ils vont récolter des herbes aquatiques, des jacinthes d'eau et surtout de la vase du fond du lac, qui est hyper riche en nutriments. Ok, et après? Ils tissent tout ça pour en faire de longs tapis flottants qui font plus d'1 mètre d'épaisseur et c'est sur ça qu'ils plantent leur culture. Mais le vrai coup de génie mécanique, c'est le système d'ancrage. Pour pas que ça dérive? Voilà, ils plantent de longs piquets d'embou à travers ces tapis jusqu'au fond du lac. Comme ça, les jardins glissent le long des piquets, ils montent et descendent avec le niveau de l'eau, mais ils ne partent jamais à la dérive. C'est un système hydroponique géant et 100% naturel, vieux de plusieurs siècles. C'est dingue. Et ça explique aussi leur technique de navigation qui est si particulière. Les Hantas sont super célèbres pour ramer avec une seule jambe. Ah oui, l'image d'Épinal du lac Inle. Quand j'ai vu ça en vidéo, honnêtement, j'ai cru que c'était une tradition folklorique pour les touristes, mais en fait, c'est de la biomécanique pure. Dans des bateaux à fond très plat, l'équilibre est super précaire. Oui, le centre de gravité est très bas. Du coup, en roulant une jambe autour de la rame, ils utilisent le poids de tout leur corps pour propulser l'embarcation, tout en restant bien debout pour voir par-dessus la végétation dense. Et le plus important, ça garde leurs 2 mains libres pour manipuler les filets de pêche conique ou travailler sur ces fameux jardins flottants. C'est vraiment l'outil parfait, adapté au milieu. Exactement. Comme on dit, la contrainte forge l'innovation. Et parfois, cette adaptation produit un rythme de vie qui traverse carrément les âges sans prendre une seule ride. Prends l'exemple de Wuzhen, en Chine, dans la province du Zhejiang. C'est le village aquatique, c'est ça, ouais? Ouais, c'est traversé par un réseau hyper complexe de canaux depuis plus de 1300 ans. Visuellement, dans les sources, avec ces ponts de pierre voûtés et ces immenses bandes de tissu teintes en bleu indigo qui sèchent au vent, accrochées à de grandes perches juste au-dessus de l'eau, c'est complètement hors du temps.
L'eau y a littéralement figé le temps, en fait. Le processus de teinture à l'indigo, il nécessite l'eau des canaux, et le séchage lent exige beaucoup d'espace ouvert. Les quartiers historiques comme Chija et Dongjia n'ont pas subi l'accélération frénétique des mégalopoles chinoises qu'il y a tout autour. Comment ça se fait? On ne peut tout simplement pas construire des autoroutes ou des gratte-ciel par-dessus ce réseau hydrologique sans tout détruire. Donc l'eau agit comme un vrai tampon, un bouclier contre la modernité agressive. C'est là que ça devient vraiment super intéressant. Parce que quand la survie est acquise, quand l'adaptation est totalement maîtrisée, la contrainte de l'eau, elle change de nature. Elle devient autre chose, oui. L'ingénierie ne sert plus seulement à ne pas mourir de faim ou noyer. Elle devient un outil pour l'esthétisme ou même pour afficher une opulence complètement démesurée. C'est vrai, l'eau se transforme en vecteur de pouvoir ou de tranquillité absolue. Le cas de Giattorn aux Pays-Bas illustre super bien cette transition. Ah, la Venise du Nord, enfin l'une d'elles. Voilà. C'est un lieu qu'on associe aujourd'hui au silence absolu. Zéro voiture, des dizaines de petits ponts en bois, des bateaux électriques qui glissent sans un bruit sur les canaux, bordés de toits de chaume. On croirait presque à un concept urbanistique pensé exprès pour la méditation. Ouais. Sauf que ces canaux romantiques sont en fait les cicatrices d'une industrie lourde. Exactement. C'est fou quand on y pense. Au XIe siècle, c'était une énorme zone d'extraction massive de la tourbe. Les habitants en creusaient le sol sans arrêt pour en extraire ce combustible. Et à force de creuser, de vastes fosses se sont formées et l'eau a fini par tout envahir, créant ces lacs et ces canaux peu profonds. Donc un paysage industriel complètement dévasté s'est lentement métamorphosé en l'un des paradis écologiques et acoustiques les plus stricts de toute l'Europe. C'est fascinant de voir comment un accident industriel engendre une beauté aussi paisible. Ça me rappelle beaucoup Burano, en Italie, dans la lagune vénitienne. On connaît tous ces images Instagram de maisons saturées de couleurs presque fluorescentes, magenta, jaune citron, bleu cobalt. Les couleurs sont incroyables, oui. On pourrait penser que c'est une petite initiative marketing pour attirer les photographes, mais pas du tout. À la base, c'était un GPS analogique pour les pêcheurs. Ah oui, à cause du brouillard. Le brouillard sur la mer Adriatique en hiver, il est extrêmement dense et très dangereux. Peindre sa maison avec une couleur unique et très perçante, ça permettait aux pêcheurs de retrouver son foyer dans la brume sans s'écraser contre les berges de la lagune. Et c'est devenu une règle d'urbanisme incroyablement stricte. Aujourd'hui, un propriétaire ne peut même pas repeindre sa façade sans envoyer une demande officielle au gouvernement local. Et c'est eux qui lui dicteront quelles couleurs sont autorisées pour son bloc spécifique, juste pour maintenir le spectre visuel historique. De la survie météorologique, on est passé à l'identité collective institutionnalisée. C'est beau. Et si l'eau forge l'identité, elle est aussi l'ultime rempart pour protéger et exhiber des richesses incalculables. Oui, on le voit bien avec Lindau. Exactement sur le lac de Constance. C'est au carrefour de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Cette petite île a concentré une richesse marchande médiévale tellement colossale qu'elle a pu y ériger un phare massif et une immense statue du lion de Bavière qui défie littéralement le lac. Et ce concept d'afficher sa puissance sur l'eau, ça culmine vraiment en Inde, à Udaipur. Oh, le romantisme à l'état pur! Construire une ville autour de lacs artificiels dans une vallée aride, c'est déjà un exploit en soi. Mais le Lake Palace, ce palais de marbre d'un blanc immaculé, semble presque léviter sur la surface de l'eau. Et c'est pas une illusion d'optique, hein. Le palais couvre l'intégralité d'un petit îlot rocheux. Il n'y a pas de berge visible. C'est l'illusion parfaite de la domination de l'homme sur la nature. Udaipur est une merveille, c'est sûr, hein. Mais elle prépare un peu le terrain pour le chef-d'œuvre absolu, l'anomalie architecturale la plus grandiose jamais conçue sur l'eau. Ah, enfin! On y arrive, Venise. Venise, oui. Plus de 110 petites îles reliées par 400 ponts, avec ce mythique grand canal en forme de S. On admire tous les palais gothiques, les églises monumentales, tout ce marbre lourd et super ostentatoire. Mais ce qui me laisse vraiment sans voix dans nos recherches, c'est ce qu'il y a en dessous. Les fondations invisibles. Ouais. Comment des structures de plusieurs milliers de tonnes tiennent-elles debout sur une lagune boueuse depuis 15 siècles? C'est le triomphe absolu de la biochimie et de l'ingénierie des fondations. Les Vénitiens n'ont pas juste posé leur palais sur la vase, ça aurait coulé direct. Ils ont enfoncé des millions de troncs d'arbres, principalement de l'Aune, qu'ils emportaient des forêts de Slovénie et de Croatie. Des millions? Oui, des millions. Ils les ont enfoncés profondément dans la couche d'argile bien solide qui est située tout en dessous de la boue molle. Rien que l'église Santa Maria della Salute, elle repose à elle seule sur plus d'1 million de ces piliers en bois.
Mais attends, le bois dans l'eau, ça pourrit, on l'a bien vu avec les roseaux du Pérou tout à l'heure. Pourquoi Venise ne s'est-elle pas effondrée et désintégrée au bout de, je sais pas, 50 ans? C'est là qu'est le génie. Parce qu'ils ont créé un environnement anaérobie. En enfonçant le bois totalement sous l'eau et dans une boue très dense, ils l'ont privé d'oxygène. Et sans oxygène? Sans oxygène, les bactéries et les champignons qui sont d'habitude responsables de la pourriture, ils ne peuvent pas survivre. Et c'est pas tout. Mieux encore, l'eau salée est très riche en minéraux de la lagune, s'est infiltrée dans les cellules du bois au fil des siècles. Les minéraux ont progressivement remplacé la matière organique. Donc le bois s'est transformé. Les troncs d'arbres se sont littéralement pétrifiés, oui. Venise ne repose pas sur du bois, elle repose en fait sur une forêt fossilisée devenue de la pierre. C'est brillant. C'est vraiment l'ironie ultime, quoi. L'arrogance d'une république commerciale surpuissante qui étale son or et son marbre, tout en reposant secrètement sur des arbres enfouis dans la boue. C'est une belle image. Bien sûr, la victoire n'est jamais totale face à la nature. La plaque tectonique s'enfonce et le niveau de l'eau monte, ce qui fait que Venise s'affaisse d'environ 2 mm par an aujourd'hui. C'est le rappel permanent que l'eau a toujours le dernier mot sur les structures rigides, même les plus ingénieuses de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Si on prend un petit peu de recul sur cette myriade de sources qu'on vient d'analyser, qu'il s'agisse d'utiliser la religion comme bouclier au Bénin, de dompter la biochimie du bois à Venise, de concevoir des jardins flottants au Myanmar ou de créer un stade de foot sur l'océan en Thaïlande, on voit bien que l'ingéniosité humaine n'a jamais considéré l'eau comme un mur infranchissable. C'est vraiment la réflexion fondamentale qu'il faut en tirer. Et d'ailleurs, cela nous pousse vers une interrogation un peu vertigineuse concernant notre propre époque. Comment ça ? Aujourd'hui, face au dérèglement climatique et à la montée inexorable du niveau des océans, notre réaction globale, c'est surtout la peur. Nos immenses mégalopoles côtières modernes, qui sont faites de verre et d'acier hyper rigides, elles se terrent derrière des digues. On coule des millions de tonnes de béton dans des murs anti-submersion géants. C'est vrai qu'on mène une sorte de guerre de tranchées contre l'océan. Une guerre qu'on finira très probablement par perdre, à cause de cette rigidité justement. C'est l'ancien qu'on vient de voir. Les solutions aux crises urbaines du siècle prochain ne se trouvent peut-être pas dans des murs toujours plus hauts, mais plutôt dans l'ingénierie organique de ces communautés millénaires. L'adaptation plutôt que la confrontation. Oui, l'architecture qui respire comme au Tonlé Sap, ou bien les fondations régénératives du lac Titicaca, ça nous offre une vraie leçon d'humilité et de résilience. L'eau n'est peut-être pas l'élément qui engloutira nos villes finalement. Elle pourrait bien être la fondation de nos prochaines civilisations. C'est une pensée fascinante pour conclure cette exploration. La rigidité est fragile, la fluidité, elle, est éternelle. Finalement, quand on regarde l'horizon au bord de la mer, là où notre modernité voit souvent une limite infranchissable ou une menace mortelle, d'autres ont su y voir un commencement. Tout est une question de perspective. La question n'est plus tellement de savoir si l'eau va monter, mais si on saura collectivement réapprendre à flotter avec elle. Merci infiniment pour cette analyse en profondeur et à ceux qui nous écoutent, à la prochaine fois pour une nouvelle plongée dans la connaissance humaine.